Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le Cercle des Chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute, de vous retrouver. Nous sommes toujours heureux, où que vous soyez. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. En fin d'émission, tout à l'heure, nous avons un invité, Yann Alexander, qui fête ses 20 ans de chansons. Bien qu'on fasse de la radio, on vous enverra peut-être une vidéo pour vous dire qu'il n'a pas pris une ride depuis qu'on l'a invité la dernière fois. Bonsoir Yann. Bonsoir Brahim, c'est gentil pour le compliment. Un deuxième invité avec notre amie Annabelle Guiraud. Bonsoir Annabelle. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir à Homo Micro, on va parler sport avec le tournoi international de Paris du 26 au 28 mai prochain avec notre invité Arnaud. Merci d'avoir répondu à l'invitation Arnaud. C'est un plaisir. Merci. Et mercredi dernier, c'était la journée mondiale contre l'homophobie, mercredi 17 mai. Et on devait inviter normalement SOS Homophobie qui viendront passer nous visiter un de ces soirs, un de ces lundis soirs, mais tu vas quand même faire une synthèse de tout ça et mettre en avant SOS Homophobie comme tu sais faire, Valérie Beau. Oui, bonsoir. Alors, quand j'écris ton nom, effectivement, j'écris le nom de SOS Homophobie et de tellement de personnes anonymes entre les victimes et puis je saluerai les bénévoles. Alors, je serai porte-voix de la synthèse du rapport de SOS Homophobie publié ce 17 mai et effectivement, on recevra une équipe SOS Homophobie très vite et qui nous parlera et certainement du rapport et aussi du travail de terrain parce que, eh bien, c'est pas facile, mais on va tous de l'avant pour que ça aille mieux. Ouais. Merci. Donc, tout à l'heure, en milieu d'émission avec toi, donc, Valérie Beau, celui qui réalise l'émission, c'est le fidèle Nathan Hilero. Bonsoir. Nathan. Bonsoir, comment ça va ? Merci, et toi ? Ça va, écoute. J'espère à tous que vous avez passé un super week-end un peu étendu de l'Ascension. Si, pour ceux qui ont eu la chance de partir, voilà, j'espère que vous êtes bien reposés. Et puis surtout, on attaque une nouvelle semaine et une nouvelle émission qui s'annonce, ma foi, très intéressante. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Nous sommes donc avec Éric Garnier dans C'est à lire, mourir avant que d'apparaître. Bonsoir Éric, comment ça va ? Oui, alors bonsoir de 8000 km, toujours à Mayotte, dans le golfe du Mozambique, le canal du Mozambique à plus de 8000 km et ça n'empêche pas de parler littérature. Donc c'est parti. Alors c'est un roman, mais c'est plutôt un récit d'un jeune écrivain de chez Gallimard, Rémi David. Le titre « Mourir avant que d'apparaître », c'est un extrait d'un poème de Jean Genet, Le Funambule, un poème de 1958. Alors, qui est mort avant d'apparaître ? Eh bien, on peut dire que, et c'est tout le sujet du récit, eh bien, il s'agit d'Abdallah, un jeune allemand algérien, enfin algérien par son père et allemand par sa mère, voilà, un beau métis d'ailleurs, qui va croiser la route de Jean Genet, ce poète un peu voyou, un peu spécial, on va dire, dans sa façon de considérer les êtres humains. Et là, il va s'enticher de ce jeune Abdallah, qui par ailleurs est un acrobate de cirque. Et Jean Genet va, outre en faire son amant, essayer de le former pour qu'il devienne un fil-de-ferriste mondialement connu. C'est l'histoire d'une emprise d'un homme de 45 ans sur un jeune homme de 20 ans qui a des désirs de grandeur pour ce jeune Abdallah, qui va totalement se vouer à faire exactement ce que Genet souhaite. Alors pendant cette période amoureuse et fructueuse, Genet, qui avait cessé d'écrire, va retrouver le goût de l'écriture et va publier 3 pièces très célèbres. Puis, après le décès d'Abdallah, car il va mourir jeune, eh bien, il n'écrira plus rien du tout. Preuve d'un amour qui est quand même assez étonnant pour nous qui lisons cette histoire. On a l'impression que Genet, une fois, 2 fois après la chute d'Abdallah, qui le rend inapte,
au rêve de gloire et de hauteur de Genet, eh bien, on a quand même l'impression Genet le laisse tomber, si on peut dire, et qu'il est déçu, que son rôle de Pygmalion a échoué. Il va se tourner vers un autre jeune homme, et Abdallah va en mourir. Lui qui était hétéro et qui s'est totalement fondu dans les rêves et les désirs de Genet, au fil de ce récit, on le voit dépérir. On voit Genet ne pas vraiment totalement l'abandonner, mais passer à autre chose. Et pour un jeune homme de 27 ans, il est évident qu'on s'en remet difficilement quand on a connu une sommité de la littérature et qu'on a fréquenté les plus grands du monde littéraire. Donc ce livre est absolument poignant. Il est écrit sans en faire trop. Dieu sait pourtant que le sujet est terrible, et c'est aussi un objet de réflexion sur l'amour, l'emprise, jusqu'où on est capable d'aller quand on est amoureux, et puis le fait qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre. Et donc il y a danger pour celui qui est trop amoureux ou trop admiratif. Donc c'est un livre vraiment magnifique, on le lit le cœur serré. Ça s'appelle « Mourir avant que d'apparaître » et c'est un peu ce qui est arrivé à Abdallah. Il est apparu, mais peu de temps, et il a disparu. Et c'est Rémi David, chez Gallimard. Merci pour ce poignant livre. Donc, peut-être un tour de table, s'il fallait qu'on pose la question à nos invités, si c'est un livre que vous pourrez vous procurer, vous poser sur la table de chevet avant de dormir le soir et de le lire. Yann ? Non, je ne le lirai pas parce que je ne supporte plus les histoires avec des vieux écrivains ou des vieux artistes qui manipulent des jeunes. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Et notre invité, Arnaud ? Écoute, à voir. Et à lire surtout. C'est une bonne question. Je suis très dur sur les écrivains déjà à la base, surtout sur l'écriture. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Ouais. L'histoire par elle-même me captive si l'écriture est bien faite. Ouais. Donc à voir, c'est aller voir au mot à la bouche. Je suppose que ça va y être. Oui, certainement bien. Voilà, très bien. En fait, tu pourrais être chroniqueur animateur, donc tu reviendras bientôt. Avec plaisir quand tu veux. À la bouche, oui, effectivement. Merci alors pour cette présentation et cette découverte. Mourir avant que d'apparaître, de Rémi David Éric Garnier chez Gallimard. Et à très bientôt. Je trouve que vu le sujet, je trouve que Rémi David n'en fait absolument pas trop et arrive à nous garder une petite part de sympathie quand même pour Genet. C'est pas un livre manichéen, mais en même temps on en veut un peu à Genet de ce martyr. Il en veut aussi il en veut aussi à Genet, Yann. Tu peux nous donner son adresse ? Non. Bonne soirée à toi. Il est enterré au Maroc. Il est enterré au Maroc. Ah, il est enterré au Maroc ? Ah bon ? Oui. J'aurais dû aller visiter sa tombe. J'y étais ce week-end. Ouais. Bon. Ah écoute, voilà. Peut-être tu le... Merci Eric. Et dis-nous, quel est le prochain livre, le livre qui est sur ta table de chevet et que tu dois nous présenter dans... Mais peut-être je vais attendre de rentrer pour vous voir vraiment et être en studio. C'est un magnifique livre, Le Glorieux et le Maudit, d'Olivier Charneux, sur un personnage très connu. Le Glorieux, c'est Cocteau, mais le Maudit, c'est un écrivain... que je vous ferai découvrir et qui a eu une vie absolument passionnante, bouleversante et magnifique. Merci Eric, à très vite dans les studios. Dans nos studios. Au revoir. Merci, ciao ciao. Homo Micro, l'invité du jour. Et après la littérature, on passe maintenant au sport et au tournoi international de Paris, Annabelle. Oui, aujourd'hui c'est sport à Homo Micro avec la 17e édition du tournoi international de Paris, plus communément appelé TIP. Pour nous en parler, nous avons un invité de choix, Arnaud, co-responsable du TIP 2023, avec Kevin qui a été malheureusement retenu dans les bouchons, donc on pense bien fort à lui. Kevin, si tu nous écoutes, bonjour Kevin. Mais non. Bonjour Arnaud. Bonsoir Annabelle. Bienvenue sur l'antenne. Merci de m'accueillir. Alors pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots.
Eh ben, en quelques mots, un vieux routard du TIP, puisque 9 ans de TIP depuis cette année, arrivé pour créer la soirée de clôture de cet événement qui dure 3 jours. Et depuis donc l'année dernière, co-organisateur avec Kevin, qui, on l'a dit tout à l'heure, il n'était pas là. Donc voilà, et Kevin, ça fait 2 ans, je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il est présent au TIP. C'est lui qui nous montait tout le système informatique sur le tournoi, notamment. Et cette année, il a décidé de me suivre dans l'aventure du coprésident. Très bien. Alors, raconte-nous comment est né ce tournoi international. Je crois qu'il a été créé en 2004, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Créé en 2004, en fait, à la base, pour le postulat et l'organisation des Gay Games. Gay Games que nous avons eu en 2018. Et ça a été un franc succès. Ça a été une belle aventure et un beau moment passé avec des milliers d'athlètes venus du monde entier. Donc, c'est important. Le type a précédé les Gay Games. Ça, tout le monde ne le sait pas. Oui. Ça a impulsé. Ça a impulsé les Gay Games pour la France, oui, tout à fait, pour la candidature française. Alors, pour cette édition 2023, attention les chiffres, écoutez bien, 2400 athlètes de 28 nationalités sont réunis autour de 30 disciplines sportives et aussi des moments conviviaux géants avec notamment un apéro-type et la soirée type show au Dôme de Paris. N'est-ce pas, Brahim? Comment s'organise alors un tel événement avec autant d'activités? Oula, c'est beaucoup de mois de préparation. Une dizaine environ, avec une trentaine de bénévoles dont on fait partie, moi et Kevin. C'est une organisation de différents pôles, que ça puisse être le pôle communication, finance, inclusion, qui est très important chez nous. Et tous les petits pôles qui se greffent à tout ça, la création du village, notamment, qui se situera, on l'expliquera tout à l'heure, à l'hôtel de ville de Paris. Donc voilà, c'est 10 mois de travail intensif. Et c'est pas toujours facile de trouver un lieu pour faire les épreuves, c'est ça? Il y a il y a une petite difficulté. Parce que on va dire que les infrastructures des gymnases et autres de Paris sont un peu beaucoup prises. Et on se bat chaque année pour pouvoir les avoir et pour pouvoir avoir le meilleur des gymnases et des infrastructures sportives pour pouvoir accueillir nos athlètes qui viennent, je le rappelle, du monde entier. Très bien. Alors, TIP, comme tu l'as proposé, c'est avant tout la promotion de la bienveillance, de la solidarité et de l'inclusion, diversité via le sport. En quelques mots, comment cela se traduit en pratique, sportivement parlant? Alors, d'abord, le TIP, c'est un tournoi donc LGBT, ouvert à toutes et tous, sans distinction sur l'orientation sexuelle. Et ça, on est clair là-dessus. Il n'y a pas d'homo, il n'y a pas de bi, il n'y a pas d'hétéro, il n'y a pas de lesbienne, c'est tout le monde. La sexualité, on s'en fiche. On veut faire du sport tous ensemble. Et c'est le principe du TIP. On n'est pas là pour juger les orientations sexuelles, déjà. Et on est là pour pratiquer un sport dans les règles qui se doivent. Donc ouvert à toutes et tous. Ouvert à tous et toutes. Voilà. C'est ça. De 7 à 77 ans. Non, mais voire plus. Alors non, pas de 7 à 18. Non, on va commencer à 18. Voilà. Jusqu'à 90 s'il le faut. Il n'y a pas de souci là-dessus, parce que toutes les personnes sont les bienvenues. Et voilà, on lutte aussi contre l'agisme, par exemple, si on parle des 70-80 ans. Il y a l'agisme aussi. Et là aussi, on a des associations sportives qui acceptent les personnes âgées pour des différents types de sports, que ce soit le yoga par exemple. Il y a une association qui le fait en ce moment, c'est Outsider. Donc voilà, tout le monde est bienvenu chez nous. Très bien. Alors, chaque année, TIP s'inscrit dans un process continu d'amélioration. Quelles sont les nouveautés phares dont vous êtes les plus fiers pour cette 17e édition? Alors, il y a plusieurs petites choses cette année qu'on a mis en place avec Kevin. D'un commun accord, on s'est dit qu'est-ce qui nous manque chez nous. Alors, le tournoi va être cette année, en fait, c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on veut impulser, ce qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Mais là, on marque le coup cette année. Et sur les années précédentes, on veut que ce soit pérenne. C'est la place de la femme et de la mixité choisie au sein du TIP. Là, pour vous donner un chiffre, on est à 30%, on a 31% même cette année
de femmes et de mixité choisie et de non-genrée. Là aussi, on augmente les chiffres. C'est un plaisir de vous voir, la jante féminine. Donc, c'est une bonne chose pour nous. On évolue là-dessus. On fait tout pour que les femmes et la mixité choisie et les non-genrés puissent se sentir bien aussi. Et ça passe par plein de choses. C'est déjà commencer à ouvrir les compétitions sportives à la mixité. D'avoir vraiment des compétitions mixtes. On en a quelques-uns qui ont commencé, comme le volley, le handball, le badminton, par exemple. Il y en a quelques-uns d'autres aussi. Mais on veut inclure ça maintenant dans quelque chose de pérenne au sein du TIP. Et pouvoir faire en sorte que les associations qui nous suivent puissent aussi intégrer ce genre de compétition au sein de leur club. On aura un espace dédié pour la soirée, puisqu'on parlait de ça, la soirée tout à l'heure du Dôme, qui va clôturer le TIP. On a un espace qu'on a appelé l'espace Olympe, qui accueillera donc les femmes et la mixité choisie, pour avoir une zone dite de tranquillité. Puisqu'on avait beaucoup de retours là-dessus sur la soirée où certaines personnes n'avaient pas ce sentiment de sécurité, se sentaient un peu oppressées. Et donc, on a décidé de faire un lieu qui soit ouvert à ces personnes et de pouvoir avoir une zone où on est tranquille, on peut se reposer, se retrouver entre nous, ou entre elles surtout. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait de tout ? Il y avait une sorte de gêne d'avoir 70% de mâles au sein d'une soirée, ce qui peut être compréhensible, mais totalement. Et donc, il y avait ce côté un peu masse d'hommes qui peut impressionner. Et donc, on a décidé de faire cet espace pour pouvoir un peu avoir une sorte de tranquillité. Voilà. Il y a ça donc. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On va avoir les garants d'ambiance cette année sur le TIP. Les garants d'ambiance, ce sont des gens qui vont être durant la soirée un peu partout et qui vont garantir un peu cette ambiance conviviale. Donc le moindre petit conflit qui devrait apparaître sera géré par des gens qui seront bienveillants et qui vont remettre tout d'équerre et qui vont remettre tout le monde sur la piste de danse. Les DJ, cette année, ce n'est que des femmes. Loé notamment, qui est une habituée de chez nous, Natalika et Sophie Morello qui est notamment sur le Rosa sur scène. Qu'est-ce qu'on nous avons aussi une petite nouveauté qu'on a mis en place avec, je pense que ça tenait énormément à Kevin si tu m'entends, Tipeee. Tipeee, c'est notre nouvelle mascotte. On n'avait pas de mascotte depuis 17 éditions. Alors que d'autres tournois en France les avaient. Donc Tipeee va arriver cette année en grande pompe et notamment sera présenté sur la soirée de clôture. Et puis quelque chose qui change une fois à chaque année, c'est le parrain ou la marraine. Là, c'est suspense. Et là, je suis désolé, ce ne sera pas une femme. Ça sera... T'es bienvenu quand tu veux, il n'y a pas de souci. Cette année, le parrain, c'est Nicolas Potier. Ancien arbitre de foot qui vient nous rejoindre, qui prend le relais de Marie Patouillet, qui était une très bonne marraine pour nous, qui a fait beaucoup de choses l'année dernière. Et donc, Nicolas sera au cœur de visiter tous les sites sportifs et puis d'être présent à l'Hôtel de Ville pour l'ouverture du TIP et la clôture au Dôme de Paris. Alors, une petite précision, ouais. Tout ce que tu nous racontes, c'est des bénévoles, c'est que des bénévoles. Il n'y a que des bénévoles. Vous êtes combien ? La totalité des bénévoles, tu veux vraiment savoir ça ? Et oui, parce que c'est quand même un événement géant. Alors, au bureau même du TIP, on est plus d'une trentaine. Maintenant, sur tous les bénévoles du TIP, on est plus de 300. Bravo. Voilà. Qui sont sur les sites sportifs, aussi bien sur les sites sportifs qu'au village, qu'à la soirée et tout ça. Alors, je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs sont séduits par cette nouvelle mouture. Alors, comment faire pour retrouver toutes les infos de Type 2023 ? Réseaux sociaux, il y a un site, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous trouver de TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, tout ça, tous ces petits réseaux-là sont à jour maintenant. Cette année, on a tout mis en place et tout mis au clair. Donc, on nous retrouve là-dessus, donc sur le TIP, Tournoi International de Paris. Vous avez un site internet dédié qui est paris-tournament.com, tout ça en anglais, parce que nous sommes internationaux. Voilà, donc c'est sur tous les réseaux, vous pouvez nous retrouver sans problème.
Dernière demande de précision, les inscriptions pour les épreuves sportives sont closes depuis le 15 mai. C'est ça. Est-il encore possible de réserver sa place pour les événements festifs, notamment pour le show type au Dôme? là là. Que oui. Il en reste quelques places, il faut se dépêcher par contre. Le Dôme se remplit très 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 vite depuis ces derniers jours. Donc les places sont à prendre aussi sur le site internet que je vous ai cité, donc paristournoman.com. Sur les réseaux sociaux, vous avez souvent des posts qui vous donnent l'accès à ce site pour pouvoir vous inscrire. Et le site fermera le 27 à 23h59, exactement. Alors, pour les fêtards, redis-nous la date, l'heure de la soirée. Alors, la soirée, c'est dimanche 28 au Dôme de Paris, 34 boulevard Victor dans le 15e arrondissement. Ouverture des portes à 21h45 et on ferme tout ça pour aller se coucher à 6h du matin. Très bien. Merci Arnaud. Rendez-vous donc du 26 au 28 mai pour TIP 2023, événement porté par la Fédération sportive LGBT+, rendu possible grâce aux bénévoles ainsi qu'au soutien de la ville de Paris. La ville de Paris, la DILCRA, le Crossif et plein de sponsors qu'on a à côté. Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, le L'Agence nationale Fridge. du sport qui finance pas mal les événements sportifs. On a Playsport qui finance. Le groupe RATP. La RATP, Cisco, je l'ai noté, Angoon Consulting cette année, l'Arc-en-Ciel Immo, un des fidèles sponsors du TIP. La DILCRA. La DILCRA, ça j'ai cité tout Voilà. à l'heure, tout à fait. La ville de Paris, le CNOS, Barouf. le Barouf, le Health Bar pour les femmes. Tata Voilà. Burger. Le Une Tata petite fin. Burger, oui, pardon, le Tata Burger. Le Fridge. Le Fridge. Où il y aura un jus. apéro, je crois, non, au Fridge. Alors, les apérotypes, c'est le vendredi soir et le samedi soir. Donc, le Fridge et le... Jus. Le jus, non, pas le jus. Le Fridge et le Barouf feront un apéritif vendredi soir avec happy hour jusqu'à 22h. Et le Health Bar, ce sera samedi de 18h à 22h aussi. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez venir maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Alors, toute discipline, hein, vous proposez donc le tournoi Oui, international, c'est... Il y a 30 disciplines en 30 tout. disciplines, ouais. Et cette année, on est fiers parce qu'on a rajouté quelques petites disciplines qui n'étaient Ouais. pas au tableau l'année dernière. Du baby-foot, qui se fera au Health Bar d'ailleurs. Ouais. Le e-games, qui se fera rue des Rivoli. Alors, il devait y avoir l'Ultimate. Mais l'Ultimate, pour ceux qui ne savent pas, c'est du frisbee, mais très compétitif. Très physique. Et ça se fera pas, en fait, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits. C'était timide cette année. C'est comme le roller derby. C'est des sports qui sont encore en marge et qui cherchent à se développer et à participer à des tournois comme les nôtres. Donc, on ne désespère pas. On espère les avoir l'année prochaine. Ouais. Voilà. Tu es inscrit sur une compétition Oui, Annabelle je suis inscrite au Running Athlé dimanche Dimanche. au Bien. stade Alain Mimoun. Combien de Voilà, kilomètres tout à fait. Alors, c'est sous la forme d'Olympiade. Donc, Ouais, il y a plusieurs épreuves, aussi bien sportives, type d'athlétisme, que des choses un petit peu plus folles, comme le lancer de sac à main. Voilà. L'éternel lancer de sac à main qu'on connaît tous et toutes. Et qu'on est vraiment tous, en fait. Yann, notre invité, si tu devais te lancer dans ce sport, parce que tu mènes une vie très sportive dans ta carrière de chanteur, mais si tu devais opter, participer au TIP, quel sport tu choisirais? Je ne vois pas participer à un tournoi de sport, mais bon, s'il fallait choisir, ce serait la natation. Voilà, je nage. Alors, je précise une chose, c'est que le tournoi est convivial. C'est pas une compétition olympique, Ouais. on est d'accord. On n'est pas là pour tous gagner, on est là pour participer. Et ça, c'est le principal. Ouais. On a tous des pratiquants de sport, mais on est tous là pour du loisir. Donc, n'ayez pas peur de participer au TIP. C'est ouvert à toutes et tous, à quelque niveau que vous ayez sur le sport. Toi qui n'aimes pas gagner, Valérie, ton sport? Oui, ben je ne pourrais résister à l'athlétisme. Ouais. Donc 200 mètres. Ah oui. Allez, on signe. Très Je rapide. te prends une place. Et toi, Nathan? Oh, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de choix. Athlétisme aussi, hein, je Ah pense. ouais, hein. ouais. Athlétisme probablement. L'athlétisme parce que probablement, je veux retrouver en tout cas des gènes un peu plus sportives et surtout, voilà, ça m'aiderait aussi à retrouver un peu de forme en tout cas. Eh ben, l'année prochaine, on monte une équipe homo micro. Ah bah, qu'est-ce que vous en carrément, dites c'est ce que je voulais dire, parce Allez. que il y a quand même quelques coureurs. Mais moi, si je cours assez régulièrement, bon,
Le foot, j'ai pratiqué avec le Paris Foot Gay. Il y a le Paris Cranciel. Les deux équipes sont inscrites. Tout à fait. Et qui se portent bien, on Ouais, peut dire. et on va même avoir une équipe RATP cette année. Ah oui, Voilà. de foot. Hein. Ouais, parce qu'on est Bien. partenaire RATP et certains employés de la RATP vont Ouais. venir nous rejoindre sur différents sports. Le Big Chef ne participera pas, celui qu'on a invité à plusieurs reprises dans mon micro. Fred, Ouais. Frédéric peut-être. Potier, ouais. Peut-être. Je pense qu'il sera sur les événements, Ouais. mais je ne sais pas s'il va participer. Certainement, ouais. Ouais. Alors, s'il fallait nous rappeler la date de ce tournoi international, Arnaud. Eh bien, il commence le 26 jusqu'au 28 mai, donc ce week-end. Merci. Tu restes avec nous pour Eh la bien, on suite de reste. l'émission. Allez, on continue. Merci Annabelle. Bonne soirée à tous. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, le grand sportif, là, c'est le moment de nous présenter un super son musical. Oui, tout à fait. Et mesdames et messieurs, quel son musical, puisque l'artiste que je vais vous présenter, il s'agit d'un certain Eddie Jones. Alors, Jones, ça s'écrit comme John, donc J-O-N du coup H-N. J-O-H-N, pardon, j'ai dit J-O-N. J-O-H-N, mais avec un S à la fin, Jones. Voilà. Il faut savoir que Eddie Jones est né en 1951 au Libéria. C'est un chanteur libérien. Son père, en fait, était du coup un manager, en tout cas, il était comptable. Il était tout simplement comptable et sa mère était une infirmière. Donc, on va dire que ils étaient quand même dans une famille assez nombreuse puisque ses parents ont eu 8 enfants, dont lui. Donc voilà, grosse famille nombreuse. Par contre, du coup, la raison pour laquelle il a poussé à vouloir chanter, c'est parce que sa mère, en tout cas, chantait beaucoup. Et on va dire, elle chantait beaucoup la plupart du temps, en fait, quand elle faisait du coup le travail à la maison, c'est-à-dire tout simplement les choses les plus pénibles, faire le ménage ou encore, par exemple, faire la cuisine. Et en fait, ça l'a poussé à chanter certaines chansons. En tout cas, ce qui l'a fait tomber en tout cas plus dans la musique et s'investir à fond dans la musique, eh bien c'est le côté rock américain et aussi la soul. Il y a eu notamment Aretha Franklin, Johnny Taylor, Jimi Hendrix et Eddie Floyd qui ont été notamment ses inspirations. Et donc, ça l'a poussé à écrire plusieurs chansons. Il est venu à Paris pour écrire du coup 2 albums qui sont du coup un peu, on va dire, tombés dans l'oubli parce qu'il n'a pas eu grand succès malheureusement, il n'a pas trouvé gros succès. More Spell on You et Paris Métro. Il faut savoir que du coup, ces deux albums n'ont pas fait grand-chose, n'ont pas fait grand bruit. Sauf que, il y a un duo de génies français qui va remettre au goût un de ces morceaux qui s'appelle More Spell on You, qu'on va écouter tout de suite. Et en fait, ce morceau, et en tout cas le sampling de ce morceau, va donner un certain titre qui s'appelle One More Time. Voilà, tout à fait. Donc, c'est essentiellement, on va dire, et même le Rolling Stone l'a nommé d'ailleurs, le sampling de More Spell on You a été donc inspiré comme un des 500 plus grands samples de l'histoire de la musique, tellement le bruit du coup et le sampling de Daft Punk et le fait de le retransformer dans une chanson l'a placé au fait super haut. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai envie de faire hommage à Eddie Jones qui a réussi en tout cas, ou nous a fait découvrir, et Daft Punk qui nous a fait découvrir du coup ce monsieur en vous faisant écouter du coup ce fameux morceau More Spell on You. On écoute ça tout de suite.
Homo Micro, l'invité du jour. Avant de retrouver Valérie Beau, ce morceau musical, Yann, tu connaissais ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je découvre et j'apprécie en tout cas. J'ai cru que tu allais me faire un retour comme celle que tu avais fait en début d'émission lorsque, après Eric a présenté le livre. Non, là, ça va, ça passe. Mercredi 17 mai, c'était donc la journée contre l'homophobie. Effectivement, Brahim et SOS Homophobie publiaient son 27e rapport annuel. En effet, depuis 1994, les rapports annuels de SOS Homophobie est publié et nous en sommes à plus de 35 000 témoignages recueillis. Tout d'abord, saluons l'immense travail réalisé par les bénévoles de l'association. C'est un travail immense d'écoute et pour réaliser ce rapport, c'est un travail de synthèse, de rédaction et des heures de travail de bénévoles. En 2002, SOS Homophobie, donc ce sont les témoignages de l'année dernière, publiés cette année, a reçu 1506 témoignages via les dispositifs d'écoute et de soutien aux victimes de LGBTI-phobie. Ligne d'écoute, chat d'écoute, formulaire témoignage. Ces récits décrivent des situations de personnes qui livrent ce qui leur arrive comme violence et sachant qu'il y a aussi 59 situations à l'étranger qui ont été signalées. Le cas de transphobie, le nombre de cas de transphobie, c'est une alerte, a augmenté de 35% par rapport à 2020 et si on compare à 2021, c'est 27%. De plus, la proportion de personnes trans et non-binaires contactant l'association est en augmentation. Celle-ci était de 13% en 2021 et s'est élevée à 18% en 2022. Cela marque les répercussions de la banalisation du rejet des personnes trans et non-binaires pour certaines personnalités politiques, certains médias ou encore des inconnus sur les réseaux sociaux. L'une des origines de ces violences, les prises de parole de la part de personnalités politiques et médiatiques affichant un positionnement hostile, a envie de créer un pseudo-débat sur l'existence même des personnes trans. Sur Internet, ces polémiques, désinformations et discours transphobes exprimés et relayés dans les médias sont amplifiés. C'est le second lieu où les actes transphobes s'expriment avec plus de 18% des cas. Le début de l'année 2023 a été marqué par le suicide de Lucas, un adolescent de 13 ans harcelé par d'autres élèves de son collège. Cet événement nous rappelle que les LGBTI-phobies sont présentes malheureusement très tôt dans la vie de celles et ceux et ont des conséquences mortelles sur les victimes. En effet, en 2022, les personnes LGBTI sont souvent rejetées, voire agressées, dès leur plus jeune âge en milieu scolaire. 5% des cas. La plupart se produisent au collège, mais malheureusement ça continue au lycée. Ce sont des périodes charnières dans le développement de l'identité. La LGBTQI-phobie vécue au sein des établissements scolaires ne s'arrête pas lorsque les élèves rejoignent leur domicile. Le cyberharcèlement s'invite à la maison, principalement donc via les réseaux sociaux, et se peut prolonger les attaques dont elles sont les victimes. Comme si ça ne suffisait pas, le milieu familial, lui aussi, peut être un milieu hostile et continue à alimenter un climat délétère lorsqu'il prive les victimes du soutien émotionnel dont elles ont besoin. Dans l'établissement supérieur et le travail, les mécanismes des violences nées en milieu scolaire se répètent entre adultes. La victime est très souvent isolée face à un groupe de personnes qui la stigmatisent quotidiennement sur son lieu de travail, mais aussi en dehors. Ces climats peu inclusifs, empreints de stéréotypes de genre, font ainsi régner le silence et la peur de la différence. Conséquence, une personne LGBTI sur 2 cache son orientation sexuelle ou amoureuse, son identité de genre au travail. Alors, je vous invite à lire le rapport de SOS Homophobie qui est absolument poignant puisque on lit, bien sûr, les témoignages sont anonymisés, mais en fait, on entend les paroles, les phrases qui sont à la fois très simples et stupéfiantes et notre indignation. Enfin bon, c'est chaque année lire le rapport de SOS Homophobie, malheureusement, est affligeant, mais ça a un effet, je vais dire, sur moi de mobilisation.
et me donne chaque année l'envie de m'empresser de renouveler mon adhésion pour les soutenir. Faute de temps et d'être bénévole, eh bien, je les soutiens comme je peux. Aujourd'hui, ici, de parler des actions, il y a fort à faire, mais nous ne tairons pas et ensemble et déterminés, nous continuerons pour protéger, soutenir et méditer. Oui. Qu'est-ce qui t'a incité un peu à faire ce travail autour de ce rapport Je le lis Valérie, chaque année ouais. et j'en fais un outil de pédagogie. Ouais. Et si des personnes ne comprennent pas ou tout simplement ma maman, par exemple, qui était quelqu'un de très inclusif et d'aimant, ne comprenait pas particulièrement les questions trans en disant mais je comprends pas, mais pourquoi ? Eh bien, je lui avais mis il y a quelques années le rapport de S-homophobie. Elle m'a dit ah oui, mais j'avais pas imaginé autant de souffrance. Et elle-même était devenue, d'une certaine façon, militante pour les droits LGBTQI et les personnes trans, alors que finalement, ça ne nous touchait pas directement, mais le fait d'entendre dans les médias ou autres et de ne pas comprendre. Et voilà, il y a eu un chapitre, il y a quelques années, a apparu aussi le chapitre sur la bisexualité, sur la biphobie et la panphobie aussi, la pansexualité. Donc, des souffrances que l'on peut endurer, c'est une mise en lumière pour lutter contre et faire de la pédagogie. Est-ce que vous avez des retours un peu des actes homophobes dans le sport en général, Arnaud ? On a un rapport qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, qui était chanté par l'État. Et oui, ça augmente, malheureusement. On continue à avoir des actes homophobes au sein des sports, dans les stades. On ne va pas parler de nos chers amis footeux, où là c'est devenu une religion. Mais on essaie de faire bouger les lignes, on essaie de faire des choses, de travailler avec eux et de leur faire comprendre que l'homophobie n'a pas sa place où que ce soit dans les stades, ou que ce soit dans la vie privée, les collèges, les lycées, ou même plus tôt, parce qu'il y a des gamins qui sont touchés aussi par l'homophobie, même en primaire, faut pas l'oublier. Le pauvre petit Lucas, ça datait pas d'hier, donc voilà, on pense très fort à lui, puis on pense à tous ceux qui subissent ça quotidiennement. Et d'après toi, si tu as une idée en tant que responsable de cette grande structure qui organise donc le tournoi international de Paris, tu verrais quel changement changements sociétaux, qu'il faudrait entreprendre pour limiter les violences. C'est des changements de mentalité. Là, il va falloir travailler sur les mentalités. C'est pas gagné, c'est pas demain que ça se fera. Il faut être lucide. C'est un travail de longue haleine. La fédération sportive LGBT, dont je fais partie aussi, travaille là-dessus. On a plein d'outils qui sont en train d'être mis en place, comme de la prévention, comme pas des cours, mais des choses qu'on peut mettre en place avec des écoles, des endroits où on nous demande de venir pour expliquer l'homophobie, la lesbophobie et biphobie et tout ce qui est phobique autour de nous. Donc voilà, on travaille là-dessus, on essaye de faire bouger les mentalités, ça va se faire. Comme tout, quand on voit l'évolution des années 60 à maintenant, on se dit on a fait un grand pas, mais il en reste encore 10 derrière qui nous attendent. Ouais. La violence dans le sport, ça te fait peur, Yann, comme beaucoup de gens, j'imagine. La violence dans le sport, tout ce qu'on entend, les actes homophobes. Pas plus dans le sport qu'ailleurs, mais alors j'ai un point de vue. Quelque part, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que pendant longtemps, que ce soit... en ce moment, il y a une explosion de l'homophobie sur le continent africain. Mais en fait, il faut savoir que pendant longtemps, simplement, les gens se taisaient. Mais maintenant que les LGBT disent va falloir nous respecter, on lève la tête et on se montre, évidemment, il y a des violences en face, parce que c'est insupportable. Dans la France des années 50, ça convenait à tout le monde que les homos soient dans le placard, qu'ils aient peur. C'était très bien pour les tenants de l'ordre. C'était ça, il fallait pas... Tu fais tes affaires, mais surtout, tu remets pas en cause... Le dogme hétérocentriste. Alors en ce moment, en France, c'est souvent les trans qui sont en première cible, parce que je pense qu'il est plus facile actuellement d'attaquer les trans que d'attaquer les homos, les lesbiennes. Voilà, j'ai témoigné récemment sur l'IB sur la biphobie. C'est vrai qu'en ce moment, la nouvelle
le nouveau diable pour une partie de la société, c'est les trans. C'est violent. Hein. Je suis très attaché à des amis trans F2M. Je me mets à leur place. C'est violent. Mais je me dis, de toute façon, à partir du moment où on met ce sujet sur la table, ça ne pouvait pas être autre chose que violent, vu qu'il y a des gens qui sont persuadés que le monde tourne autour de l'hétérosexualité. Puis alors, c'est vraiment pas la plus belle hétérosexualité qui soit, d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Donc oui, ça m'atterre dans le sport, ça m'atterre en général. Et en même temps, je me dis oui, mais ça veut dire qu'on est là. Merci Valérie. Donc on recevra très prochainement une équipe et ils nous l'équipe parleront de du SOS travail Homophobie. de terrain et de prévention immense qu'ils font. Merci Valérie. Homo Micro, l'invité du jour. Yann, tu vas retrouver le micro avec nous. Alors j'aimerais que tu démarres par nous parler un peu de ton parcours musical et comment tu es devenu chanteur. Un peu compliqué, mais bon, disons grosso modo que j'étais censé, après avoir fait un mémoire sur l'Afrique du Sud, l'impact de l'apartheid sur l'aménagement urbain en Afrique du Sud, j'étais censé poursuivre des études pour faire éventuellement un doctorat. Et j'étais pas du tout motivé et je suis devenu assistant d'éducation et en parallèle, j'ai commencé à enregistrer des chansons. J'habitais à Angers dans le Maine-et-Loire à l'époque et ça avait d'abord été des diffusions sur Radio G, c'était au compte-gouttes sur des radios locales et j'ai commencé d'abord finalement là où beaucoup de gens ont commencé par les concerts avant de faire des albums, et moi ça a été tout l'inverse et j'ai commencé d'abord par faire des singles ou des EP comme on dit, et je n'ai commencé la scène que 2 ans plus tard. Alors aujourd'hui, il y a quelques semaines, tu fêtes donc tes 20 ans de carrière musicale. Oui. Récemment, alors comment tu vis cette étape importante dans ta vie d'artiste ? Bon, d'abord, c'est moi qui ai décidé de fêter ça. Hein. On n'est pas venu me dire on va le fêter avec vous. Voilà, c'était pour marquer le coup. J'avais envie, c'est vrai que le 30 mars dernier, c'était au Lincoln, près des Champs-Élysées, et j'avais envie que les gens soient bien assis, qu'ils soient heureux d'être là. Il y avait beaucoup d'amour. C'était très, très touchant. Et puis, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait... bon, évidemment, c'est très, très dur de durer. Arriver avec une chanson, finalement, c'est peut-être pas compliqué. Chaque année, on a plein d'artistes qui arrivent et qui ont des choses à proposer. Maintenant, effectivement, les artistes qui dépassent 5 ans, 10 ans, 15 ans de carrière, c'est un peu plus rare. C'est même, les statistiques dans le milieu culturel sont très claires. C'est vraiment... on est une infime minorité parce que c'est trop dur à tous les niveaux. Et en même temps, je reste persuadé que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Là, ce week-end, je suis allé chanter à Roanne et à Lyon. Et à Roanne, c'était merveilleux. À Lyon, des fans sont venus. C'est très beau. Il y a des choses très belles dans cette vie d'artiste qui sont difficiles à communiquer, mais il y a des choses vraiment très belles. Ta musique est souvent associée donc à des thèmes, tu l'as dit, l'amour et la passion. Alors, d'où tu puises toute cette inspiration pour écrire tes chansons, Yann ? Dans la vie des gens, tout simplement. C'est les chanteurs, auteurs, compositeurs, c'est un peu des écrivains publics, finalement. Sauf que là où des gens vont écrire un roman ou alors vont aider quelqu'un à taper une lettre administrative, moi, je vais écrire une chanson et c'est vrai qu'il y a eu des chansons comme À table, Le poisson dans mon assiette, Rester par habitude. Des gens s'y sont reconnus. C'est un outil pour la vie des gens, en tout cas. Donc si jamais un jour je vais mal, je peux venir te voir. Écoute, est-ce que tu peux écrire une chanson sur moi en te disant toutes mes péripéties ? Non, même pas besoin. Il suffit d'écouter les chansons et il y a peut-être une chanson dans le répertoire qui correspondra à l'état d'âme. Il y en a 180 maintenant, donc je pense qu'il y a du choix. Il y a du choix. À partir de 5 albums. Voilà. Très juste, Arnaud. Tu parlais des gens. Alors, quels sont les artistes et les influences musicales qui t'ont inspiré tout au long de ta carrière ? C'est délicat à dire quand même ça, parce que je ne sais pas si on peut. T'as peur d'en oublier ? Non, c'est pas ça. Non. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'influence musicale, en tout cas de gens qui m'ont impressionné par leur ténacité, leur force. Je pense évidemment à des personnalités comme Anne Sylvestre, ça je la cite souvent. On s'est croisés. Enfin, j'avais un grand respect pour Anne Sylvestre. Pauline Julien, la chanteuse québécoise. Mais après, vous voyez, une chanteuse comme Catherine Ribeiro, qui n'a pas eu d'influence musicale sur moi, je l'ai connue que récemment.
J'ai un immense respect pour elle et je me reconnais en elle sur beaucoup de choses. Je l'ai vue, je l'ai rencontrée en janvier dernier en Allemagne et c'était très émouvant. Je sais pas, je pense que je suis... en tout cas, je suis attiré par les gens têtus, obstinés et qui se mettent en quatre pour réaliser leur projet. Par exemple, bon, les gens sont toujours étonnés quand je cite, mais j'ai une grande admiration pour Walt Disney. Oui. Notamment parce que Walt Disney, personne ne croyait en son projet quand il a réalisé Blanche-Neige et les Sept Nains. Tout le monde lui a dit qu'il allait se planter, que personne n'aurait la patience de voir un dessin animé pendant 1h10. Eh bien, il a hypothéqué sa maison. Et ça, je trouve ça incroyable. Il a hypothéqué sa maison, il a hypothéqué sa société, mais il a dit ce projet se fera, quoi qu'il arrive. Et ben ça, c'est ce genre de jusqu'au boutisme qui m'impressionne toujours. Et c'est peut-être aussi ma façon d'agir, oui. Avant d'écouter un morceau, comment tu décris ton style musical? Il faudrait demander à notre amie Valérie Beau, parce qu'elle est venue souvent me voir en spectacle et je suis très touché qu'elle soit là ce soir sur le plateau de mon micro. C'est très poétique et puis narratif. Et puis il y a une joie de vivre immense. Voilà, c'est une forme de conteur musical. Et voilà. Et puis te voir sur scène, c'est vraiment aussi émouvant parce que c'est te découvrir et la musique prend vie. Mais à la radio, on va se régaler aussi de t'entendre. Mais merci. Et alors, le morceau que tu nous proposes? Alors, c'est Je t'écris de l'île de Pâques, qui était sur l'album Consolatio, qui est sorti en 2021. Et en fait, bon, je ne l'ai pas précisé dans le livret de l'album. Cette chanson, en fait, est dédiée à Sébastien Gruchet, qui était membre de l'association Because, et qui était également, qui faisait de la poésie sous le nom de Saïd Simon. Et on se fréquentait régulièrement. Et son départ, il est décédé en 2018 et son départ a été assez douloureux. Et voilà, et cette chanson lui est dédiée entre les lignes. L'île se dressait au large, semblant ouvrir ses bras. Tu étais sur ton radeau, ton moral au plus bas, et tu voguais avec l'espoir d'entendre enfin la voix de l'incroyable. Une à une, les statues semblaient te regarder. Leur regard hypnose te rappelait à leur mémoire qui étais-tu avant maintenant. Que seras-tu demain et sans importance? Je t'écris de l'île de Pâques, seul dans ma nudité. Je cherche des réponses à des questions fort bien étranges. Tu rigolerais, tu te moquerais. Voilà pourquoi nous ne sommes plus ensemble. Ottawa, Libreville, les gens sont les mêmes. Ils font semblant d'être rationnels, ils se rassurent eux-mêmes. L'immensité et souffrance quand il faut faire avec. Les statues de l'île de Pâques nous répondront-elles? Peut-être que je m'égare au lieu de te dire je t'aime. Je voudrais te retrouver, mais les questions soulèvent d'autres questions et des regrets. Je viendrai te voir quand je serai prêt. De Moscou à Pretoria, les gens sont pareils. Face à la mort, au néant et tant d'autres mystères, trempés dans leur certitude pour ne pas perdre pied. Les statues de l'île de Pâques sauront-elles nous rassurer? Venues de la nuit des temps, sauront-elles nous éclairer?
peut-être je perds mon temps, mais je décide de ma perte. Et qui saura, un jour peut-être te sera venue l'envie de me chercher. Te sera venue l'envie de me chercher. Te sera venue l'envie de me chercher. Tu me manques. Merci pour ce morceau, Yann. Il fait partie de ton dernier album ? Ouais. Et alors, s'il fallait nous parler de cet album-là, qu'est-ce que tu pourrais dire ? C'était un album qui est né pendant le confinement, le premier confinement, et qui est sorti pendant le deuxième. Et il s'avère que, voilà, comme je n'approuvais pas du tout la façon dont on fermait les lieux de culture au nom de la santé, alors qu'on permettait à des gens d'acheter des cigarettes et se pourrir les poumons dans les bars tabac, j'ai fait des concerts privés pendant plusieurs mois. Ouais. Ça n'a pas toujours été facile, mais voilà, et j'ai défendu cet album aussi. Voilà, ça brassait tout un tas de thèmes, dont le confinement, mais pas... Pour moi, c'était pas un effet de... Enfin, c'était pas un prétexte pour moi. Je veux dire, c'était pas un truc marketing. Je voulais dire des choses profondes et pas que parler du confinement, mais vraiment de notre rapport, nous, à la vie, à la mort, au côté éphémère des choses. Tu parlais un peu de dates, donc tu as plusieurs dates maintenant, donc après le confinement. Oui, c'est vrai que ça a commencé. Ça Oui, ça a commencé assez fort cette année. Le 4 février à Maison-Alfort, le 11 février à Agnisy-le-Grand, dans le Nord. C'était une salle des fêtes, c'était très émouvant. Et puis ensuite, Lille le 2 mars, Saumur le 24 mars, en Touraine le 25. Et puis il y avait donc les 20 ans au Lincoln le 30 mars. Là, ce week-end, j'étais à Roanne, à Lyon. Donc là, les prochaines dates, effectivement, je vais faire le 9 juin à Troyes, le 11 juin ici à Paris 14, à l'Atelier du Verbe. 2 heures là, je vais faire 2 heures de concert avec Entracte. Je suis assez content. J'ai déjà fait 2 heures, mais il y a longtemps, en 2013, avec Entracte. Mais là, je me suis dit, bon, parce que le 30 mars dernier, il y a des gens qui venaient, oui, vous chantez toujours telle chanson, mais jamais celle-là. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais pas chanter les 180 chansons, c'est pas possible, mais au moins, je vais chanter des chansons que des fois des gens me demandent et que je ne fais pas. Et je serai accompagné par le pianiste Bertrand Ferrier. Oui. Et puis, il y a d'autres dates, le 22 septembre à Strasbourg, il va y avoir le 18 novembre à Hyères, il va y avoir un concert à Die, dans la Drôme en septembre, à Marseille. Tout ça, c'est en cours de finalisation. Ouais. Voilà. J'espère que tu vas revenir vers nous pour nous parler de tes 40 ans de chansons. Tu as 20 ans, dans 20 ans. Ça dépend. Non. Si le monde a disparu avant, je ne sais pas. On n'arrête pas de nous vendre que demain, ce sera toujours pire. Ouais. Donc, je n'en sais rien. Voilà. Non, il faut vivre au présent surtout. Oui. Voilà, c'est important. La musique dans le sport, tu connais aussi un peu. Tu sors régulièrement voir des concerts ou... Un peu la soirée de Arnaud, ouais. Oui. Je m'inspire un peu de ce qui se passe sur Paris. Oui. Il faut dire aussi qu'on est la plus grosse soirée de Paris. Ouais. En termes de fréquentation. Ouais, il y a 300 clubbers qui sont au Dôme de Paris ce week-end. Voilà. Donc, j'ai apprécié énormément cette chanson. Je ne la connaissais pas du tout. Moi qui suis très imaginatif, je me voyais sur un petit Porsche au bord de mer, dans une sorte de cabane de pêcheur, regarder la mer au loin, d'avoir quelqu'un autour de moi, un plaid et un verre de vin blanc. Ouais, très bien. C'est très bien. Si les gens vivent ça, ça me convient très bien. Voilà, j'étais parti là-bas. Super. Là, ce sera après le TIP. Oui, hein. Non, pas cette semaine, non, la semaine prochaine. Très bien. Belle image. Eh bien, on va terminer sur cette belle image avec de l'émotion. Merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup à mon micro. Merci Arnaud, merci Yann, merci à Annabelle. Merci à vous de nous avoir présenté notre invité. Merci Valérie pour ce rapport. Merci.
SOS Homophobie. Donc on invitera bientôt l'équipe de SOS Homophobie. Et merci à notre réalisateur Nathan d'avoir réalisé notre émission. On vous donne rendez-vous lundi dans 15 jours, puisque le 29 c'est férié. D'ici là, prenez soin de vous. On vous adore, on vous aime. Et vive le sport. Et surtout, allez tous au TIP. Au Dôme de Paris. Ouais. Venez voir les compétitions du 26 au 28 et venez faire la fête avec nous au Dôme le 28 au soir. Et lorsqu'on veut aller aussi voir un super chanteur, que pouvons-nous faire en région parisienne, Yann ? Bah écoutez, rendez-vous le 11 juin, voilà, Ouais. à l'atelier du verre. Mais attention, c'est déjà à moitié plein, Ah ouais. donc dépêchez-vous. Très très bien. Merci à vous, on vous embrasse et à très très vite. Ciao ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.